Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est François Proulx, donc je pense que tout le monde me connaît actuellement, là. Ça fait quand même plusieurs conférences qu'on donne à la chaire. Donc, je travaille à la chaire de recherche en eau potable à l'Université Laval à titre de professeur associé. Je travaille aussi à la Ville de Québec, la communauté métropolitaine de Québec à titre d'expert en eau potable. Je tiens aussi à souligner la présence de Manuel Rodriguez, titulaire de la chaire de recherche en eau potable. Je vous remercie à tout le monde d'avoir répondu nombreux à cette invitation de la chaire qui est pour cette deuxième visioconférence de la programmation de l'hiver et du printemps 2001, qui va se poursuivre jusqu'au 9 juin prochain. Donc, avant de commencer, des petites consignes habituelles. Donc, on vous demande de garder vos micro-caméras fermées durant toute la durée de la conférence. Ensuite, la conférence devrait durer entre 20 et 30 minutes. Là, on me disait tout à l'heure 20 minutes, mais Perrine, tu peux prendre ton temps jusqu'à 30 si tu veux. Et puis, pendant ce temps-là, ben, si vous avez des questions qui vous viennent, vous pouvez utiliser la fonction clavardage. Puis à la fin de la rencontre, je vais transmettre les questions à Perrine. Ou aussi, à la fin, vous pouvez aussi demander la parole, puis vous allumerez votre caméra et micro pour poser directement la question. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Perrine Cruau, qui nous présentera cette deuxième conférence de notre programmation. Perrine a réalisé des études supérieures en France, d'abord à l'Université Denis Diderot à Paris, où elle a obtenu une licence en biologie en 2007. Puis à AgroParisTech, où elle a reçu un diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires avec une spécialisation dans le domaine de la microbiologie. Elle a poursuivi ses études au doctorat en Institut français de recherche de l'exploitation de la mer, IFREMER, au cours duquel elle a étudié les communautés microbiennes présentes dans les écosystèmes des fonds marins. À la suite de ce doctorat, elle a poursuivi sa carrière professionnelle par deux postdoctorats. Le premier à l'Institut national de recherche agronomique dans le sud de la France, qui portait sur l'identification des insectes ravageurs des cultures, ainsi que sur les micro-organismes qui leur sont associés. Elle est ensuite venue au Québec afin de réaliser un postdoctorat à l'Université Laval au sein de la chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval avec Manuel Rodriguez et Steve Charette, de 2016 à 2020. Ces postdoctorats portaient sur l'étude des communautés microbiennes des sources d'eau potable. Après 4 années passées avec nous, elle est rentrée en France en mars dernier, où elle est actuellement en congé parental. Elle va bientôt reprendre ses activités professionnelles en travaillant à son compte, notamment avec Manuel Rodriguez et Steve Charette, afin de poursuivre les projets sur les communautés microbiennes des sources d'eau potable. Le titre de la conférence de Perrine est « Micro-organismes et eau potable, la microbiologie des sources d'eau ». Donc, Perrine, à toi la parole. Merci François. Donc, bonjour à tous. Merci d'assister à cette conférence des webinaires de la Crépule. Donc, je m'appelle Perrine Cruau et je vais vous parler aujourd'hui de la microbiologie des sources d'eau, donc des micro-organismes qu'on trouve dans l'eau. Alors, ma présentation va se diviser en 5 petites parties. Je vais commencer par vous donner quelques notions de microbiologie rapidement. Puis, on parlera tout d'abord des pathogènes et de l'eau potable. Donc, ce qu'on s'attend surtout à trouver dans l'eau potable, on pense surtout à des pathogènes. Ensuite, on va prendre un peu de largeur et on va parler plus généralement de la microbiologie de l'eau parce qu'on verra qu'il n'y a pas que les pathogènes dans l'eau et loin de là. Ensuite, on verra les différentes méthodes d'études qu'on peut utiliser pour étudier cette microbiologie de l'eau et on verra quelques exemples d'études que j'ai réalisées à l'Université Laval sur la rivière Saint-Charles, donc qui est une des principales sources d'eau potable de la ville de Québec. Donc, tout d'abord, quelques notions de microbiologie. Donc, il faut savoir que les bactéries sont des organismes vivants microscopiques. C'est pour ça qu'on les appelle des micro-organismes qui sont composés d'une seule cellule. Donc, dans les micro-organismes, on n'a pas que des bactéries, on a aussi des eucaryotes qui peuvent être composés d'une seule cellule, qui sont un peu différents des bactéries, sont un peu plus structurés, mais on les appelle aussi des micro-organismes. Et ces micro-organismes vont se développer un petit peu partout, dans le sol, dans l'eau, dans les aliments, etc. Et ils peuvent avoir des caractéristiques très différentes. Donc, ils vont avoir des tailles variables, ils vont avoir des températures de croissance différentes. Donc, il y a des bactéries ou des eucaryotes qui vont croître à des températures très basses, d'autres plus élevées, etc. Donc, selon la température où on est, on n'aura pas les mêmes micro-organismes. Ils peuvent également avoir des métabolismes différents, donc c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir de différents substrats. Donc certains vont se nourrir de certains substrats, d'autres substrats, et c'est pour ça qu'on ne va pas les trouver au même endroit. On va les trouver où leur température de croissance correspond à la température du milieu et où ils trouvent leur nourriture qui correspond à leur métabolisme.
Donc ensuite, quand on parle d'eau potable, comme je le disais, on pense surtout aux pathogènes. C'est surtout ce qu'on entend habituellement. Donc, en fait, c'est très important les pathogènes dans l'eau potable parce que ça peut infecter rapidement un grand nombre de personnes, excusez-moi. Car dès qu'on va avoir une contamination de l'eau potable, comme on distribue l'eau potable à un grand nombre de personnes, s'il y a un pathogène qui va infecter les humains, on peut exposer un grand nombre de personnes et donc beaucoup de gens peuvent être malades. Donc, pour précision, j'ai oublié de dire, les pathogènes, donc les bactéries pathogènes, ça va être des bactéries qui vont provoquer une infection et une maladie. Donc, si on parle de pathogènes humains, ils vont provoquer des maladies chez les humains. Donc, quelques exemples de bactéries pathogènes qu'on va retrouver dans l'eau notamment. Enfin, on ne les trouve plus chez nous, mais bon, ça existe encore. Et historiquement, c'est ce qui était important aussi. Donc, Vibrio cholerae, qui est une bactérie, donc on voit une petite photo de Vibrio cholerae qui peut provoquer le choléra, excusez-moi. Salmonella typhi, une autre bactérie qui peut provoquer la fièvre typhoïde. On a aussi, donc là, cette fois-ci, c'est un eucaryote qui s'appelle Cryptosporidium parvum, qui peut provoquer la cryptosporidiose, dont vous parlera Marie-Stéphanie Fradette, il me semble, lors d'une conférence des webinaires de la crépule en avril prochain. Donc, il y a eu notamment une infection qui a rendu 500 000 personnes malades à cause d'eau contaminée en 1993 dans le Wisconsin. Donc, il y a aussi des infections par les Escherichia coli ou E. coli, anti-hémorragiques, notamment au Canada, donc pas loin de chez vous, maintenant c'est plus loin de chez moi, mais à Waterton en 2000, où il y a eu plus de 2300 personnes malades suite à une contamination de l'eau potable. On a aussi des infections par Helicobacter pylori, par exemple. Et on a aussi des infections, pas que par des bactéries pathogènes et des eucaryotes pathogènes, on peut aussi avoir des virus, comme les rotavirus, qui peuvent provoquer des infections. Donc là, ce n'est pas du tout une liste complète, c'est pour vous donner quelques exemples de pathogènes qu'on peut retrouver dans l'eau potable. Donc, les pathogènes et l'eau potable, il va falloir protéger les consommateurs pour éviter d'infecter les êtres humains qui boivent cette eau, bien évidemment. Donc, pour cela, pour pouvoir protéger les consommateurs des maladies liées à la consommation de l'eau, il va falloir comprendre l'origine de ces pathogènes, donc d'où ils viennent, surveiller la qualité de l'eau consommée, donc c'est-à-dire faire des analyses pour voir si ces pathogènes sont bien absents de l'eau qu'on va offrir aux consommateurs et la traiter en conséquence, notamment par des traitements aux UV, des traitements au chlore ou ce genre de choses. Donc, d'où viennent les pathogènes? Normalement, les pathogènes, on ne les retrouve pas dans l'eau normalement. Ce n'est pas des micro-organismes qui vont croître, ce n'est pas leur milieu de vie. Donc, ils viennent pas normalement, ils ne vivent pas normalement dans l'eau. Et donc, leur présence, la présence de ces pathogènes dans l'eau, ça révèle potentiellement une contamination fécale ou par des eaux usées de l'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir, par exemple, un déversement ou quelque chose comme ça qui va apporter ces pathogènes qui ne vivent pas normalement dans les sources d'eau, dans cette eau. Donc, du coup, comment on peut se protéger de ces pathogènes? Donc, on peut protéger les sources d'eau parce que l'eau qu'on consomme, elle est récupérée dans la nature. Donc, on peut prendre l'eau de rivières, des eaux de surface, donc rivières, lacs, etc. Ou alors des eaux souterraines. On récupère cette eau de la nature, on la traite pour la donner aux consommateurs. Donc, une des solutions pour éviter d'avoir des pathogènes dans l'eau qu'on consomme, c'est protéger les sources d'eau, donc protéger les eaux de surface, protéger les eaux souterraines pour éviter d'avoir des déversements, des contaminations fécales, donc de par les élevages, de par les fosses septiques, ce genre de choses. On peut suivre, il est important, il faut suivre la qualité de l'eau, donc en collectant des échantillons régulièrement et en analysant ces échantillons. Donc, au niveau des usines de traitement d'eau, on va suivre cette qualité en faisant des analyses et en vérifiant qu'on n'a pas de contamination de bactéries pathogènes ou d'eucaryotes pathogènes dans cette eau. Et il va falloir faire un traitement de l'eau pour à la fois débarrasser l'eau de ces pathogènes s'il y en a dans l'eau de source et pour maintenir cette eau acceptable d'un point de vue qualité microbiologique jusqu'au consommateur, donc notamment en laissant par exemple un petit peu de chlore dans l'eau qu'on va recevoir dans nos robinets pour que les bactéries pathogènes ne se développent pas. Donc maintenant, plus largement, la microbiologie de l'eau. Donc, il n'y a pas que des pathogènes dans l'eau. Donc, moi, je ne travaille personnellement pas sur les pathogènes, mais plus
sur les autres bactéries qu'on va trouver dans l'eau. Et en fait, ces pathogènes qui sont dans l'eau et qui sont apportés par des contaminations extérieures, mais qui ne vivent pas réellement dans cette eau, ils représentent qu'une toute petite proportion et heureusement des micro-organismes présents. On a très très peu de pathogènes normalement dans une eau, surtout celle qui est utilisée pour une eau à destination de consommation. Donc, il y a plein d'autres micro-organismes qui vont se trouver dans cette eau et qui vont, eux, vivre, ce sera leur milieu de vie. Donc, ils auront leur alimentation qui va être présente dans l'eau, ils ont la bonne température, ils sont très contents et ils se développent. Et ils sont à la base du réseau trophique aquatique. Donc, en fait, ce qui veut dire, c'est qu'ils vont être à la base de l'alimentation d'autres êtres vivants qui vont être dans les eaux de surface, notamment. Donc, vous avez des petits dessins en haut. Donc, ils vont alimenter, par exemple, les daphnies, puis les daphnies vont alimenter les poissons, et on va avoir donc à la base de cette chaîne alimentaire les micro-organismes. Donc, ils vont jouer un rôle considérable dans ces écosystèmes. Ils vont consommer de la matière organique, notamment, ils vont consommer des choses qu'ils vont trouver dans l'eau, qu'ils vont transformer en d'autres choses. Donc, ils vont modifier le milieu dans lequel ils vivent, donc ils vont modifier la qualité physico-chimique notamment de l'eau, et ils vont réagir au changement dans l'environnement, puisque si l'eau devient chaude ou si l'eau devient froide, on ne va pas avoir les mêmes micro-organismes, puisqu'ils vont s'adapter, enfin, ça va sélectionner des micro-organismes qui vont avoir les bonnes conditions de vie. Et il est nécessaire d'étudier tous ces autres micro-organismes pour mieux comprendre et analyser leur impact sur la qualité de l'eau, puisqu'ils vont modifier cette qualité de l'eau, notamment en physico-chimie, et aussi ils vont être reliés aux pathogènes, notamment en offrant des refuges, par exemple en créant ce qu'on appelle des biofilms qui vont venir protéger les pathogènes ou tout un tas de stratégies comme ça. Donc, il est très important de mieux comprendre ces autres micro-organismes et pas s'intéresser qu'aux pathogènes qu'il y a dans l'eau. Donc, quelles sont les méthodes d'étude pour étudier ces autres micro-organismes et les pathogènes aussi? Donc, il y a deux principales approches. L'approche par culture, donc ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, un petit échantillon d'eau. On va prendre, pour simplifier, on va prendre une boîte où on va mettre de la nourriture pour bactéries ou pour eucaryotes. On va déposer cette goutte d'eau dans cette petite boîte avec la nourriture et puis on va regarder ce qui pousse. Parce que si on leur donne à manger à la bonne température, pouf, ça va pousser. Donc ça, c'est l'approche par culture. Le problème, c'est que l'approche par culture ne va pas permettre d'identifier tous les micro-organismes parce qu'il y a beaucoup de micro-organismes qui ne vont pas pousser si facilement comme ça quand on leur met une boîte et à manger. Il est régulièrement dit qu'il y a 1%, moins de 1% des micro-organismes qui existent dans le monde qui sont cultivables par des méthodes classiques. Donc là, on perd du coup 99% des bactéries qu'on ne va pas pouvoir identifier par cette méthode-là. Et une autre méthode qui consiste un peu, c'est un peu le cœur de mon métier, c'est l'approche par séquençage. Donc, c'est-à-dire là qu'on va étudier les bactéries sans les cultiver. On va prendre les bactéries, on va extraire leur ADN. Donc, l'ADN, c'est ce qui va contenir l'information génétique des micro-organismes. Donc, on va avoir une séquence comme un texte qui va nous permettre d'identifier quelles sont les bactéries. Chaque bactérie va avoir sa séquence d'ADN particulière, on va pouvoir les identifier comme ça. Donc, c'est une approche par séquençage. Donc, comment ça va se passer? Déjà, l'étape numéro 1, c'est échantillonner l'eau. Donc, il va falloir aller échantillonner l'eau qu'on veut analyser. Donc, on peut échantillonner l'eau depuis une embarcation. Donc, on va prendre un petit bateau, puis on va aller sur les lacs, sur les rivières, ce genre de choses, et on va prélever nos échantillons depuis le bateau. Alors, au Québec, comme en hiver, il fait très froid, donc on va avoir une couverture de glace sur les cours d'eau, donc on va être obligé de percer la glace pour aller chercher l'eau en dessous. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur cette petite photo. Donc, on perce la glace, donc là, on n'a plus besoin de bateau, mais là, on ne peut pas y aller en bateau. Et on va aller récupérer l'eau en dessous de la glace. On peut aussi échantillonner au sein de structures, donc que ce soit au niveau d'une usine de traitement d'eau potable ou au niveau de robinets ou de réservoirs d'eau ou ce genre de choses. Et on va pouvoir aussi faire des prélèvements directs, donc depuis un pont ou depuis les berges, avec différents instruments qui vont nous permettre de prélever cette eau. Donc là, on va avoir notre eau dans un petit bidon, enfin pas dans un verre, hein, c'est juste pour illustrer, on va avoir notre eau dans un petit bidon ou dans une seringue ou quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va la filtrer pour essayer de concentrer les bactéries sur un filtre. Donc en fait, le principe, c'est qu'on va avoir un filtre avec des pores.
Et les bactéries qui vont être trop grosses pour passer à travers ces pores vont être bloquées et l'eau va continuer de couler. Donc, on va filtrer beaucoup, beaucoup d'eau, ou pas beaucoup, ça dépend des échantillons. On va filtrer l'eau et on va retrouver toutes les bactéries qui sont dans l'eau sur la surface du filtre. Donc, on va utiliser ce filtre qui va permettre de concentrer toutes les bactéries. Donc, on va avoir différents supports de filtration, donc avec différentes porosités où on va isoler différentes bactéries. Donc, je vous ai dit que les micro-organismes avaient différentes tailles, notamment. Donc, on va utiliser des porosités différentes selon ce qu'on veut trouver. Donc, pour les bactéries, on utilise surtout une porosité de 0,22 micromètres. Donc, c'est des tout petits pores. Notamment sous cette forme, donc soit sous une forme de disque comme ça, donc c'est un filtre, c'est un rond plat comme ça où on va filtrer et on va retrouver les bactéries sur notre filtre, soit des petites cartouches comme ça qui contiennent un filtre enroulé, en fait, où on va venir filtrer et récupérer ce filtre où on aura les bactéries qui vont s'être accumulées. Ça, c'est des plus gros filtres où on va pouvoir filtrer beaucoup plus de volume d'eau et avec éventuellement des pores beaucoup plus gros pour récupérer des micro-organismes plus gros. Donc ensuite, il y a différentes méthodes de filtration pour récolter tout sur les filtres. On va avoir notamment par pompe péristaltique, donc on va avoir des petits tuyaux qui vont venir récupérer notre eau dans les bidons d'eau qu'on a prélevés et qui vont filtrer sur différents types de filtration, sur différents types de supports de filtration, et on va retrouver nos bactéries sur les filtres qui sont au bout de nos petits tuyaux. Ou alors, on va pouvoir faire une filtration directe. Donc, on prélève l'eau, pouf, ça c'est à la rivière Saint-Charles, cette photo. On va prélever l'eau dans la rivière et puis on va filtrer directement sur notre petit filtre qu'on voit au bout de la seringue ici, un filtre de 0,22 micromètres pour récupérer nos bactéries. L'étape suivante, c'est l'extraction d'ADN. Donc, en fait, on a nos bactéries sur notre petit filtre. On va essayer de détruire l'enveloppe des bactéries pour récupérer ce qu'elles ont à l'intérieur, et notamment leur ADN qui va permettre de les identifier. Donc, l'ADN, c'est une séquence de nucléotides avec différentes lettres comme ça, et qui va nous permettre d'identifier nos bactéries. Donc, la première étape, c'est extraire cet ADN de l'intérieur des bactéries. Donc, il y a des kits avec des produits chimiques qu'on va utiliser. On va mettre nos filtres qu'on va couper en petits morceaux, comme on peut voir ici. Puis, on va mettre les produits chimiques qui vont permettre de faire éclater les bactéries et d'isoler l'ADN du reste de la bactérie qui ne nous intéresse pas. Donc, on va avoir à la fin des petits tubes avec juste l'ADN de nos bactéries. Ensuite, on va avoir recours au séquençage. Donc ça, on va mettre nos extraits d'ADN dans une machine qui va nous permettre d'identifier, donc de lire cet ADN et de nous donner la séquence des nucléotides, donc le texte qu'il y a dans les bactéries, de différentes bactéries qu'on va avoir sur notre filtre, donc dans notre échantillon d'eau. Donc, on va avoir différentes séquences. Donc, 6 séquences, là, je vous ai mis différents. Voilà, on a des textes différents. Chaque bactérie a son texte particulier et on va pouvoir identifier les bactéries grâce à ça. Donc, voilà, on a notre texte. Maintenant, on veut savoir à quelle bactérie correspond ce petit texte, cette séquence d'ADN. On va comparer à des bases de données, donc des bases de données qui existent déjà, qu'on peut trouver sur Internet comme ça, avec différents noms de bactéries. Donc ici, on a la base de données avec ça, ces différents noms de bactéries et les séquences qui leur sont associées. On va venir comparer les séquences qu'on a obtenues et qu'on ne sait pas ce que c'est avec notre base de données. Donc par exemple, ici, on voit que ces deux séquences sont identiques et on va pouvoir identifier, la séquence 4, c'est une bactérie qui s'appelle l'hymnohabitans. Et on va faire ça pour toutes les séquences. Donc maintenant que je vous ai un peu expliqué comment on va étudier les micro-organismes de l'eau, donc la grande majorité des micro-organismes de l'eau par une approche de séquençage, je vais vous présenter quelques exemples d'études, enfin 2 exemples d'études que j'ai effectuées au niveau de la rivière Saint-Charles, donc à l'Université Laval, lors de mon post-doctorat. Donc tout d'abord, on a voulu identifier les variations temporelles des communautés microbiennes au niveau de l'usine de traitement d'eau potable de Lorellville. Donc, la rivière Saint-Charles, qui alimente cette usine de traitement d'eau potable, est une des principales sources d'eau potable de la ville de Québec. Donc, cette usine de traitement d'eau potable va traiter l'eau de la rivière Saint-Charles pour la distribuer aux consommateurs. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on est venu échantillonner à l'usine au cours de 2 années, 2 à 4 fois par mois, entre mai 2016 et février 2018. Donc, on venait avec nos petits bidons dans l'usine de traitement d'eau, on prélevait l'eau brute, donc ça correspond à l'eau qui est dans la rivière, donc c'est vraiment de l'eau, ça correspond à ce qu'on retrouve directement dans la rivière, sauf que nous, on prélevait dans l'usine, ce qui ne permettait de pas avoir notamment à percer de trous l'hiver, c'était plus facile, puis il faisait plus chaud en plus.
Donc voilà, les variations temporelles, donc on a récupéré nos échantillons d'eau. Donc là, c'était des gros bidons on a rentrés en laboratoire, on les a filtrés sur différents types de filtres. Par une pompe péristaltique, on a récupéré ces filtres, extrait l'ADN et identifié les différentes bactéries. Donc ici, c'est une figure qui va vous montrer l'identification de ces différentes bactéries. Donc, ça, c'est les différentes dates de prélèvement, donc entre le 24 mai 2016 jusqu'à février 2018, avec la température de l'eau qui est symbolisée par des petites couleurs que vous pouvez retrouver ici. Donc, plus c'est bleu foncé, plus il fait froid, donc ça, c'est l'hiver, et plus c'est rouge, plus il fait chaud, ça, c'est l'été. Ici, je vous ai mis les différentes bactéries qu'on a retrouvées, donc avec leur nom. Donc, tout à l'heure, on a vu qu'on avait identifié une séquence ligne-habitance. Donc, par exemple, on la retrouve ici, ça, c'est d'autres noms de bactéries. Et puis ici, c'est une figure d'un article scientifique qui a été publié et qui parle des variations temporelles des communautés microbiennes. Donc en fait, on a identifié le pourcentage de ces différentes bactéries dans chacun des échantillons. Donc plus le petit carré qui est en face du nom de bactérie est foncé, plus ça veut dire qu'on va retrouver cette bactérie-là à cette date d'échantillonnage-là dans nos échantillons. Donc, du coup, on peut voir, par exemple, que les petits carrés ils vont changer au cours de l'année. Donc, par exemple, sur Crénotrix, on n'en a pas grand-chose en été. Et puis, pouf, dès que la température devient froide, ça monte, le petit carré devient bleu foncé. Et puis, quand l'eau se réchauffe, elle disparaît et puis elle réapparaît à l'hiver suivant, ce qui veut dire que potentiellement, c'est quelque chose qui se répète chaque année. Et puis, il y a d'autres bactéries, par exemple, l'immunohabitants qu'on voyait tout à l'heure, où les petits carrés sont notamment plus foncés plutôt dans la saison chaude, donc plutôt quand l'eau est chaude, et puis plus claire pendant la saison froide, donc elle disparaît. Donc on voit bien qu'on va avoir une variation réelle des communautés microbiennes, on ne va pas avoir les mêmes bactéries selon qu'on est en été ou en hiver dans la rivière Saint-Charles. Donc pour aller un peu plus loin que ça, par exemple, on a vu que Crénotrix, donc au-delà de dire OK, on a cette bactérie qui s'appelle comme ça, qui est là, mais qu'est-ce qu'elle fait et qu'est-ce que ça nous apporte? Donc par exemple, un exemple de Crénotrix, c'est une bactérie qui va manger du méthane et produire du CO2. Donc, du coup, on va voir qu'en hiver, potentiellement, il va y avoir du méthane présent dans la rivière Saint-Charles et on va avoir une consommation de ce méthane puisqu'on a des bactéries qui mangent du méthane qui sont présentes. Et c'est intéressant, du coup, on va s'interroger sur comment ça se fait qu'il y a du méthane dans la rivière Saint-Charles en hiver, pourquoi en hiver particulièrement, est-ce qu'il y en a plus en été, enfin, tout ce genre de questions-là. Donc, on va aller sur ce genre de choses. Donc, ça, c'est un petit exemple de ce qui a pu être fait sur les variations temporelles des communautés microbiennes. Ce qu'on a fait aussi, c'est analyser les variations spatiales des communautés microbiennes. Donc, je m'explique, au lieu d'aller prélever uniquement au niveau de l'usine de traitement d'eau potable, donc on peut voir ici, on a le lac Saint-Charles, la rivière Saint-Charles en bleu foncé et le Saint-Laurent ici. Donc, l'usine de traitement d'eau qui est symbolisée par le petit point rouge et soulignée par la petite flèche blanche. Donc, du coup, au lieu d'échantillonner uniquement au niveau de l'usine de traitement d'eau potable, on a échantillonné tout au long de la rivière Saint-Charles, entre le lac Saint-Charles et la prise d'eau de l'usine de traitement d'eau potable. Donc ici, vous avez la rivière Saint-Charles, donc c'est une reproduction de ce que vous avez sur la photo à gauche. Donc, avec tous les petits points, c'est nos différents points d'échantillonnage. Donc, cette fois-ci, on a dû sortir dehors, on n'est pas juste resté dans l'usine de traitement d'eau, on a pris un petit bateau et puis on est allé chercher de l'eau directement sur ce petit bateau et on n'a pas fait comme l'étude d'avant, on n'a pas prélevé des bidons, on a prélevé directement dans la rivière avec des seringues. Donc, de chaque côté du bateau, pouf, on prélève l'eau avec les seringues et on les filtre sur des petits filtres, comme on a vu tout à l'heure, des petites cartouches comme ça de 0,22. On avait tous nos petits filtres comme ça. Donc, on avait des petits filtres pour tous les petits points qui correspondent aux différents points le long de la rivière Saint-Charles. Ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'on a des communautés différentes entre l'exutoire du lac, donc juste à la sortie du lac, ou les différents affluents qui vont venir se jeter dans la rivière Saint-Charles et la prise d'eau à la fin. Est-ce qu'il va y avoir une modification de ces communautés? Donc ça, c'est un petit graphique qui vous exprime le résultat d'un des principaux résultats de cette étude aussi, qui est publié dans une autre revue, qui a été publié l'année dernière dans une autre revue. Donc ici, on a les différents points d'échantillonnage qui ont été réalisés. Donc en noir ici, c'est le lac Saint-Charles. Et puis on descend progressivement vers l'usine de traitement d'eau potable avec les différents affluents qui sont symbolisés ici par des petites lignes jaunes et qu'on retrouve avec des communautés particulières ici en jaune en dessous.
Et puis, les différents pourcentages ici symbolisent le nombre de bactéries qu'on a retrouvées dans chacun des échantillons. Donc, pour vous redonner un exemple, l'immunohabitans, notre ami l'immunohabitans, il est là en bleu. Donc, on le retrouve ici à droite du graphique, avec des proportions qui ont tendance à augmenter. Donc, on a notre barre bleue qui augmente, plus on se rapproche de l'usine de traitement d'eau potable. Et on en a aussi dans nos affluents qui sont ici. Donc, un autre exemple plus flagrant, donc par exemple, on a une bactérie ici qui s'appelle Pseudarcicella, qu'on voit en vert. Donc là, on n'en a pas du tout au début de la rivière, et puis ça augmente considérablement. Donc, notre barre verte ici augmente considérablement jusqu'à la prise d'eau. Et en contrebalancement, on a d'autres groupes qui sont représentés ici. Donc ça, c'était tous les groupes bactériens qui ont tendance à augmenter plus on s'éloigne du lac et plus on se rapproche de la prise d'eau. Et ici, on a plutôt les groupes microbiens qui ont tendance à diminuer en proportion. Plus on s'éloigne du lac, plus on se rapproche de la prise d'eau. Donc, par exemple, une bactérie qui s'appelle Cyanobium PCC 6307, qui est une cyanobactérie, on va voir que sa proportion va considérablement diminuer plus on s'éloigne du lac. Donc là, il faut essayer de mieux comprendre, donc, en essayant d'interpréter ces résultats, pourquoi telle ou telle bactérie est favorisée dans l'eau plus on se rapproche de l'UTE, pourquoi d'autres vont diminuer. Donc, on essaye de comprendre par rapport notamment à la turbulence de l'eau. Donc, au début, on a un lac qui est tout calme, on a après une rivière qui est plus turbulente, donc ça peut être délétère pour certaines bactéries. Et puis, d'autres bactéries vont préférer, ou alors on va avoir des températures différentes. On va essayer de mettre en évidence des facteurs qui vont pouvoir expliquer comme ça qu'on a des communautés différentes parce qu'on a des communautés différentes alors qu'il n'y a que 11 km entre le lac et l'UTE, il n'y a que 11 km de rivière et pourtant, il y a un gros changement des communautés microbiennes et potentiellement un changement aussi du coup de ce que va manger et de ce que va être transformé dans la rivière au niveau de l'UTE par rapport à ce qui va sortir du lac. Donc, du coup, pour résumer un peu cette présentation, avec mes différents points, donc mon plan en 5 points que je reprends ici. Donc déjà, les bactéries sont des organismes vivants qu'on retrouve un peu partout, donc dans le sol, et elles ne sont pas forcément pathogènes. Ensuite, certaines bactéries qui sont pathogènes, donc qui vont pouvoir créer des maladies, peuvent contaminer l'eau et nous rendre malades lorsque nous la consommons. Donc, il faut nous protéger en protégeant les sources d'eau potable, en suivant la qualité et en traitant notre eau pour qu'elle soit bonne à la consommation. Ces bactéries pathogènes ne se trouvent pas habituellement dans l'eau et il est nécessaire de protéger nos sources d'eau potable pour éviter les contaminations puisque normalement, il ne devrait pas y avoir de pathogènes dans notre eau. Mais comme je vous le disais, il existe beaucoup d'autres micro-organismes dans l'eau qui ne sont pas pathogènes et qui jouent un rôle fondamental dans cet écosystème en le modifiant et en alimentant la chaîne alimentaire jusqu'aux poissons qui vont permettre à cet écosystème de vivre de par leur présence. Donc, il est possible d'identifier ces micro-organismes dans l'eau en séquençant leur ADN. Donc, avec leur séquence d'ADN, on va pouvoir les identifier et savoir qui est présent et savoir qu'est-ce qu'ils font. Et pour finir, les communautés microbiennes, on a vu lors d'études que j'ai faites à l'Université Laval, qui vont coloniser les cours d'eau. Ils peuvent être très variables dans le temps et dans l'espace, avec des grosses différences entre l'hiver et l'été, notamment au Québec, où on va avoir vraiment des saisons très, très marquées entre l'hiver et l'été, et des modifications dans l'espace. Donc, même si on a juste 11 km de rivière, on va pouvoir avoir des communautés microbiennes qui vont beaucoup changer. Et c'est très intéressant de voir ça parce que ça va nous renseigner sur la qualité de notre eau et qu'est-ce que va devenir notre eau et comment il faut la traiter. Et qu'est-ce qui va se passer s'il y a des changements, notamment les changements climatiques, qui vont potentiellement changer les différents micro-organismes qu'on va trouver dans l'eau. Et voilà pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Du coup, j'ai mis un peu plus de 20 minutes, comme on a donné l'autorisation de poursuivre un petit peu. Voilà. Merci beaucoup, Perrine. Très, très intéressant. Là. En fait, c'est la première fois que je voyais cette présentation-là, puis les résultats. Donc, moi, je t'ai vu évoluer dans ton projet, mais je n'ai jamais vu les résultats. Donc, je suis très heureux de les voir aujourd'hui. J'invite les gens à utiliser la fonction chat s'ils ont des questions ou à me demander la parole s'ils veulent poser des questions en direct. Moi, j'ai une foule de petites questions. Si les gens ne posent pas, je vais prendre le temps de leur côté. J'ai trouvé ça intéressant de voir toutes les communautés qu'on peut identifier. Je me demandais, parce que je suis très préoccupé de l'évolution de la qualité de l'eau sur un cours d'eau en allant vers le milieu urbain. Donc, est-ce que c'est un outil qu'on pourrait utiliser
ce que tu as utilisé, ce que ta méthodologie pour évaluer l'évolution de la qualité d'un cours d'eau à travers le temps. Donc, la biodiversité, si on veut. Oui, complètement, oui. Du coup, ce serait intéressant de suivre à plus long terme parce on a sorti que sur 2 ans des études très très longues où on va avoir des modifications du climat notamment sont très intéressantes. Oui. Après, ce serait intéressant aussi au niveau de la rivière Saint-Charles d'aller voir parce que la partie qui est avant l'usine de traitement d'eau, c'est quelque chose, c'est une partie qui est assez qui est peu urbanisée puisqu'on a des forêts et tout. Donc, ce qui est intéressant aussi, ce serait d'aller voir plus loin dans la ville parce qu'il y a d'autres contaminants, etc. Donc, dans le temps, par exemple, si la rivière Saint-Charles, qui est en amont de l'usine de traitement d'eau, est plus urbanisée, on va avoir d'autres contaminants potentiels qui vont permettre d'autres bactéries de se développer. Il va y avoir des changements. Donc, en fonction des changements temporels, que ce soit environnementaux, directs, réchauffement climatique et tout, ou alors d'urbanisation qui va venir s'installer autour de la rivière Saint-Charles, on va avoir des modifications et des méthodes de séquençage vont nous permettre d'identifier les changements qu'il pourrait y avoir sur ces communautés. Donc, je n'ai pas de questions. Donc, moi, je vais avec, avec mes autres questions. Peut-être que mes questions Oui, vont. en fait, Ah oui, excusez-moi, il n'y a personne qui m'avait demandé. Oui, c'est qui? oui, Jérôme Comte. Je sais pas, j'avais levé la main, je sais pas, Ah, peut-être. OK, je ne vois pas. Excusez, parce Ah, que j'ai trop d'écrans ouverts, là. pas de Désolé. Donc, Jérôme, vas-y. Oui, merci pour la présentation, Karine. C'était informatif, bien vulgarisé pour les gens qui ne sont pas habitués à tout ça. Euh, Moi, je voulais savoir, vu que là, on parle d'une source en eau potable pour une ville comme Québec, quand même, une information qui doit être très intéressante et pertinente pour les gens qui gèrent la qualité de l'eau, c'est en gros savoir est-ce que l'eau est propre à la consommation? Est-ce que dans le jeu de données que vous aviez, est-ce que l'approche séquençage vous permettait de détecter justement des potentiels pathogènes dans l'eau que vous aviez vu? Parce qu'il y a d'autres techniques qui sont utilisées que tu n'as pas nécessairement mentionné aujourd'hui pour les biens de ta présentation, mais souvent, par exemple, la qPCR ou la Digital PCR, pour certains pathogènes en particulier, c'est ce qui est plus couramment utilisé pour faire du microbial source tracking, par exemple, ou des choses comme ça. Mais parce que l'approche séquençage, il y a un coût déjà, puis des fois, il y a l'analyse aussi des données qui n'est pas nécessairement évidente. Fait il y a comme ça prend un peu de temps pour traiter et absorber toutes ces données-là. Ma question, c'est avez-vous détecté des potentiels pathogènes dans vos données? Puis deux, dans quelle mesure vraiment tu penses qu'une approche comme celle-là peut être utilisée, par exemple, par une municipalité pour tester la qualité de l'eau? Alors, oui, effectivement, ce n'est pas forcément une approche qui va être utilisée pour détecter des pathogènes. Déjà parce que ça met du temps à avoir les résultats et on va avoir un énorme jeu de données par rapport à ça qu'il va falloir traiter parce que ça demande des analyses bioinformatiques assez poussées. Ensuite, un des problèmes de ces méthodes d'études, c'est que les bactéries pathogènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont présentes en très, très petit nombre dans les sources d'eau. Donc, du coup, ce qu'on va étudier plutôt par séquençage, c'est ce qui va être majoritaire. On va plus mettre ça en évidence que les bactéries pathogènes spécifiques, surtout quand on utilise, parce que là, je vous ai dit qu'on étudiait tous les micro-organismes, parce que moi, j'utilise on utilise des fragments d'ADN particuliers, donc on va utiliser des amorces, je ne sais pas trop comment le dire en vulgarisant, pour isoler des fragments d'ADN particuliers. Et ces amorces-là vont être universelles, donc vont vouloir cibler le plus grand nombre de bactéries possible. Quand on va travailler sur des bactéries pathogènes, on va essayer de travailler avec plus des amorces spécifiques de ces bactéries-là, parce que ça va plus mettre en évidence ces bactéries pathogènes. Ensuite, cette technique-là, je ne sais plus ce que je voulais dire ensuite. Ensuite, cette technique-là, oui, voilà, c'est pas forcément des longues séquences d'ADN. Donc, en fait, pour identifier une bactérie de façon précise, il va falloir avoir des plus longues séquences d'ADN, parce que là, c'est des séquences donc, de 400 nucléotides et ça ne suffit pas forcément à identifier, à proprement parler, une espèce de bactéries spécifiques. Donc là, ce que je vous ai montré, l'immunohabitants et tout, c'est des genres bactériens. C'est difficile de le descendre plus.
notamment, pour vous donner un exemple, Escherichia coli, c'est une bactérie qui peut être pathogène et qui ne peut pas l'être. Escherichia coli, c'est une espèce bactérienne. Il y a des sous-espèces derrière qui vont être pathogènes, d'autres non. Des techniques de séquençage comme ça, comme je vous ai présenté ici, ne peuvent pas être utilisées pour identifier ces espèces-là. C'est trop précis pour ça. Donc, on peut mettre en évidence qu'il y a peut-être des pathogènes qui vont être retrouvés dans nos échantillons. On n'est pas sûr que ce soit des pathogènes, donc il faudra améliorer, il faudra aller voir derrière. Par exemple, si on voit un pathogène, il faudra faire d'autres études derrière. On ne peut pas se permettre de dire dans cet échantillon-là, arrêtez tout, il y a un pathogène. Et on peut utiliser notamment de la qPCR donc pour essayer de quantifier avec des amorces spécifiques de pathogènes. Et notamment, il y a aussi des problèmes techniques au niveau du séquençage où on va avoir, quand on a beaucoup d'échantillons comme ça, pour assurer si on a juste une séquence d'un pathogène dans un échantillon, c'est très délicat de dire que oui, je suis sûre que dans cet échantillon-là, il y a cette bactérie pathogène et vous allez être malade. Donc, ce n'est pas forcément une approche qui peut être utilisée pour, comme ça en routine dans une usine de traitement d'eau potable pour essayer de mettre en évidence la présence de pathogènes. J'espère que je réponds à la question. Oh oui, merci, c'est parfait. Oui, donc j'ai une question qui vient de Michael. Est-ce que vous avez pris des échantillons de sédiments dans votre étude? Alors, au début, on n'avait pas fait ça parce que c'est pas quand je suis arrivée, donc je suis arrivée à l'Université Laval en 2007, ça se faisait pas du tout avec les gens avec qui je travaillais, donc on s'est contenté de prélever l'eau. Donc le design de l'étude, c'était vraiment l'eau. Et au fur et à mesure que je suis restée là-bas, on a commencé à prélever des sédiments. Donc il y a une étude qui a été réalisée. Donc là, je vous ai présenté les variations spatiales. Donc c'était en octobre 2017. On a refait une étude derrière en hiver. Où on a été prélever des sédiments, parce qu'effectivement, il y a des bactéries qui vont être complètement différentes au niveau des sédiments. Et il va y avoir des échanges entre l'eau et les sédiments, et on va pouvoir expliquer tout un tas de choses. Notamment, je vous parlais de méthane sur l'étude dynamique qu'on avait détecté des bactéries qui consommaient le méthane. Il y a potentiellement des micro-organismes qui vont produire du méthane qui sont plutôt au niveau des sédiments. Donc, il serait intéressant d'aller voir ces bactéries au niveau des sédiments. Donc, il y a une partie des études qui ont été faites que sur l'eau. Et là, au fur et à mesure, on commence à prendre des sédiments pour avoir ce regard un peu plus sédiments aussi qui est très intéressant. Merci. Il y a Julie Trépanier d'OBV de la Capitale. Bon, c'est très intéressant, merci. Donc, il y a beaucoup de messages qui te disent que c'est très intéressant ta présentation. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion générale sur la qualité de l'eau brute et faire des liens avec la qualité de l'eau du lac Saint-Charles qui est méso-eutrophe et présente des floraisons d'algues bleu-vert? Oui, alors complètement, parce que du coup, on va avoir des milieux qui sont des milieux très pollués, avec des polluants, je vais prendre plus large que juste le lac Saint-Charles, avec des polluants d'hydrocarbures, des choses comme ça. On va vraiment avoir des bactéries qui vont mettre en évidence le fait, OK, il y a des hydrocarbures, donc il va y avoir des bactéries qui vont consommer les hydrocarbures. On va avoir, si l'eau se réchauffe, s'il y a, ou alors une contamination fécale, par exemple, avec un problème au niveau d'une usine de traitement d'eau usée qui va déverser plus d'ammoniac ou ce genre de choses, donc des déchets azotés. On va avoir des pics de bactéries qui vont consommer ces déchets azotés et du coup, ça va modifier les communautés bactériennes. Donc, on va pouvoir avoir une idée en fonction des communautés qu'on va retrouver dans notre eau, si la qualité de l'eau est bonne, donc s'il y a beaucoup de déchets, quelles sont les contaminations, sans forcément savoir qu'il y a ces contaminations-là à la base. Donc, ça va nous permettre d'avoir un regard sur ce qu'il va y avoir dans le lac. Par exemple, si on a un problème de fleur d'eau qui va être visible à l'œil nu, on va pouvoir le retrouver en séquençage où on va avoir une grosse proportion de cyanobactéries ou ce genre de choses. On va pouvoir identifier l'espèce des cyanobactéries, voir ce genre de choses. Donc, ça va donner une idée du niveau de qualité de l'eau globale en regardant les bactéries. Merci beaucoup. Il y a Marie-Josée Naud de la Ville de Québec qui dit, bon, très intéressant, merci Perrine. Ce serait intéressant d'avoir ces recherches sur les autres prises d'eau brutes de la Ville de Québec. Donc, ça, c'est un message qu'on envoie à Steve. Tu vas continuer à travailler dans l'équipe aussi, donc à Steve Emmanuel. Donc, oui, ça serait intéressant, effectivement. Surtout qu'il y a des sources d'eau potable à Québec, notamment la Montmorency, qui est très, très forestière. Donc, 98-99% forestière. Donc, ce serait intéressant de voir les différences.
Oui, parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup, beaucoup aussi, Ouais. parce que du coup, on a vraiment une modification en fonction de l'état du bassin versant, s'il est forestier, s'il est urbain, on va pas du tout avoir les mêmes communautés bactériennes. Ce serait intéressant de voir aussi la similarité entre ces différentes eaux de surface. Donc, on va avoir différentes rivières avec différents bassins versants, ok, mais on va avoir un climat qui est assez commun, enfin, qui est assez, enfin, je veux dire, ils vont avoir le même climat de Montmorency, dans les villes de Québec, on a le même climat à peu près. Donc, du coup, on va pouvoir avoir s'il y a des grandes modifications qui vont être retrouvées dans les différentes prises d'eau et d'avoir ces résultats-là qui vont venir appuyer nos résultats pour la Saint-Charles. Donc, des différences et des similarités qui seront très intéressantes à étudier. J'aimerais beaucoup aussi voir les autres sources d'eau. Oui, j'imagine. Il y a Diara qui nous écrit: Bonjour, merci pour la présentation. Quelles sont les mesures prises lors de la percée des pompes à eau? C'est ça que j'ai de la difficulté à comprendre comme question, car les pathogènes profitent aussi euh, de l'occasion pour pénétrer afin de contaminer la population. Donc, j'imagine, je ne sais pas c'est quoi la question en fait. Ça s'adresse peut-être au traitement. Ben, en fait, normalement, c'est étanche le traitement, si je peux répondre rapidement. C'est qu'à l'eau brute, quand l'eau est pompée vers l'usine, après ça, il n'y a plus de possibilité d'intrusion dans l'usine à part que de l'eau brute qui rentre dans l'usine. Et puis après ça, c'est traité, puis ensuite, c'est envoyé dans des réservoirs chlorés, puis ensuite distribué à la population. Dans les conduites, il peut y avoir des bris aussi, mais habituellement, la pression est tellement forte que la contamination la contamination du sol peut difficilement rentrer dans l'eau. J'imagine que si on n'a pas répondu à votre question, Diarra, peut-être m'envoyer un courriel, là, puis j'essaierai de ou m'envoyer un texto dans le chat aujourd'hui. On essaiera de vous répondre. Il y a Yves H. Assis de la maîtrise de l'Université Laval qui dit, bon, est-ce qu'on retrouve ces bactéries non pathogènes dans les eaux souterraines qui sont non écidaires, ça veut dire ça, qui sont non écidaires, ça veut dire qui sont non soumis qui ne sont pas en contact avec l'eau de surface et sans contamination fécale. Donc, c'est possible d'avoir de l'eau souterraine qui n'aurait pas de contamination fécale, mais qui aurait ce genre de bactéries-là. Alors, il y a différentes, les bactéries qu'on va retrouver dans les eaux souterraines vont être différentes des bactéries qu'on a dans les eaux de surface. Malheureusement, les eaux souterraines ne sont pas forcément ultra pures non plus. On va avoir des contaminations qui vont pouvoir arriver. Donc, on n'a pas forcément, c'est pas parce qu'on va aller chercher dans l'eau souterraine qu'on va avoir des eaux de grande qualité. En France, par exemple, on a des problèmes, on a pas mal de prélèvements des eaux souterraines. Plutôt, on prélève peu en eau de surface. Et il y a des contaminations qui sont possibles aussi. Donc, on va avoir des bactéries qui vont être différentes. Puisqu'on n'a pas les mêmes conditions de vie, donc, notamment au niveau de la lumière ou ce genre de choses, mais on va quand même avoir un échange avec la surface. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, moi, je pense que c'est correct. Il y a Patrick Levallois là, de l'Institut national de santé publique qui dit comment les résultats de ces recherches peuvent être utilisés par les opérateurs et gestionnaires du traitement de l'eau potable pour améliorer la qualité de l'eau distribuée. Alors, par exemple, ce qui serait intéressant, c'est il y a certaines bactéries donc il n'y a pas que les pathogènes qui peuvent poser problème dans une usine de traitement d'eau où on va venir essayer d'enlever ces pathogènes pour ne pas contaminer les populations humaines. Il y a aussi des problèmes de colmatage de filtres ou de corrosion des tuyaux ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des bactéries qui ne sont pas pathogènes qui vont faire ça, enfin pas forcément, et qui vont être dans ces communautés qu'on va identifier grâce au séquençage. Donc, par exemple, on va avoir des bactéries. Donc, Crénotrix, par exemple, c'est une bactérie, une grosse bactérie filamenteuse, donc elle forme des grands filaments, qui va possiblement colmater quand elle est en grand nombre comme ça, qui va peut-être venir boucher les filtres. Donc, venir se poser des questions sur des filtres qui sont bouchés. On observe des bactéries de ce type-là. OK, d'accord, on va voir si c'est ça, avoir des pistes comme ça de réponse. Par exemple, en hiver, là, on observe des Crénotrix. Est-ce qu'il n'y a pas au niveau de l'usine de traitement d'eau plus de problèmes de colmatage de filtres en cette saison? Comment ça se passe? Est-ce qu'on ne retrouve pas des bactéries comme ça? Est-ce que s'il y a des problèmes de corrosion, quelles sont les bactéries qu'on va retrouver là-dedans qui vont venir abîmer les tuyaux? Donc, est-ce qu'on va pouvoir appliquer des traitements, par exemple, différentiels au niveau de l'année? Si on retrouve ces bactéries-là selon les périodes de l'année ou ce genre de choses. Ensuite, même au niveau des biofilms, donc, on va avoir
parce que tous les pathogènes ne sont pas facilement détectables. Ça, c'est aussi intéressant. Tous les pathogènes ne sont pas facilement détectables par culture, mais il va y avoir aussi des micro-organismes qui ne sont pas pathogènes, qui vont être témoins du fait qu'il y a d'autres pathogènes. Par exemple, on va avoir, si on a une contamination ammoniacale, on va avoir des bactéries qui vont consommer de l'ammoniac. Une contamination ammoniacale, ça peut être des déchets d'eau usée qui arrivent dans l'eau. Donc, on ne va pas détecter forcément le pathogène, mais on va pouvoir détecter d'autres bactéries qui vont être témoins de cette contamination azotée, ou ce genre de choses. Ou alors, une formation de biofilms, si on a des bactéries qui forment des biofilms. Les biofilms, c'est des tissus avec beaucoup de bactéries qui vont s'agglutiner contre des surfaces et qui vont former des structures qui peuvent protéger des pathogènes aussi. Donc, en suivant ces bactéries qui vont potentiellement créer des biofilms, on va se dire, voilà, en cette saison, il y a un problème parce que ces bactéries-là qui forment des biofilms, elles risquent de plus protéger les pathogènes, il risque d'avoir plus de problèmes à ce niveau-là. Donc, ce genre de choses, je dirais. Donc, merci beaucoup. Il y a Pierre Boutet. Merci pour cette très intéressante présentation. Avez-vous trouvé des sources de pollution de bactéries pathogènes ou pas tout le long de la rivière Saint-Charles? Une belle question. Alors, personnellement, comme je disais, c'est délicat de dire qu'il y a des pathogènes d'après les études qu'on fait sur du séquençage. Donc, on n'a pas forcément, on ne peut pas dire qu'il y a des pathogènes ou pas, je ne les détecte pas forcément. Et ce que je fais dans ces études-là, c'est surtout déterminer les groupes majoritaires. Et les groupes majoritaires, ce n'est pas des pathogènes. Donc, ce que je vous ai montré sur les graphiques là, avec les carrés de couleur et les barres colorées, comme ça, c'est plutôt des bactéries dominantes. Donc, du coup, on n'a pas été rechercher spécifiquement des contaminations et des pathogènes dans cette étude-là. Mais il y a forcément, si ce n'est que la rivière Saint-Charles est assez isolée parce qu'il n'y a pas d'élevage, par exemple, de bovins, des trucs comme ça, qui vont apporter des contaminations, donc on n'aura pas forcément ces choses-là. Mais après, il y a des animaux qui peuvent, il y a des pluies qui vont venir laver les sols autour de la rivière, qui peuvent apporter des contaminants. C'est pas forcément un déversement volontaire. Il n'y a pas comment dire, c'est pas provoqué. Je veux dire, c'est une raison naturelle. Quand on est dans un environnement urbain comme ça, il y a des contaminations qui peuvent être apportées et c'est pour ça qu'on a une usine de traitement d'eau potable qui suit la qualité parce qu'il peut y avoir des sources comme ça qu'on ne peut pas forcément éviter. C'est la ville qui veut ça. Donc, on surveille pour pas qu'il y ait de pathogènes comme ça. C'est la dure réalité des opérateurs d'usines de traitement d'eau potable, c'est justement de prévoir ces choses-là qui peuvent arriver d'avance un petit peu. Simon Pinchot d'OBV du Témiscouata, j'imagine, parce que je ne l'ai pas au complet. Est-ce que ce type d'étude pourrait devenir une technique de suivi annuel de l'état des plans d'eau accessibles pour un organisme de bassin versant où les expertises nécessaires sont trop importantes? C'est difficile de répondre à cette question parce que autant les techniques utilisées en laboratoire au niveau bioinformatique, c'est des choses qui peuvent être très simplifiées. C'est ce que j'ai fait par exemple pendant un post-doctorat juste avant d'arriver à Québec où il fallait mettre en place cette technique-là. C'était la même technique que je vous ai décrit là, mais sur des insectes, où on devait mettre des protocoles de laboratoire très clairs, très nets, des protocoles de bioinformatique très clairs, très nets, qui peuvent être utilisés par des techniciens comme ça en routine. Il n'y a pas beaucoup de difficultés quand le protocole est très clair dans cette technique-là. Le problème derrière, c'est l'interprétation des données. Quand on a le nom des bactéries, c'est assez compliqué de savoir. Des fois, il y a beaucoup de bactéries qui sont peu connues, qui sont mal identifiées. Et du coup, l'expertise derrière d'essayer de montrer, d'essayer de dire, d'interpréter ces données, c'est assez compliqué. Mais après, il y a des choses qui sont intéressantes, par exemple au niveau des cyanobactéries ou ce genre de choses, qui peuvent montrer les espèces de cyanobactéries au cours de l'année, avoir un suivi comme ça. De cyanobactéries notamment ou d'autres organismes comme ça, parce que les cyanobactéries, ce n'est pas des choses qui vont être en tout petit nombre. Quand il y a un bloom de cyano, on le voit vraiment, donc on peut plus facilement identifier ce genre de choses. Mais il y a plein de bactéries qu'on ne sait pas. Moi qui travaille sur ça en permanence, on ne sait pas du tout ce qu'elles font, donc c'est délicat à interpréter. C'est facile de mettre en place un protocole strict pour arriver jusqu'au nom des bactéries, comment elles varient. Mais après, qu'est-ce que ça engendre? C'est plus difficile à dire.
Oui, j'imagine, effectivement. Je voulais faire du pouce un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure à Patrick Levallois, parce que tu parlais effectivement qu'il peut y avoir des bactéries qui peuvent être nuisibles au traitement, bon, qui peuvent apparaître, puis ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe. J'ai vu aussi dans ton étude qu'il y avait une différence de distribution entre les périodes chaudes et les périodes froides. Nous, à la Ville de Québec, il y a un filtre à l'usine de traitement d'eau qui est bio, qu'on appelle un biofiltre, donc sur lequel croît une communauté de bactéries qui nous aident. Dans ce cas-là, elles nous aident, les bactéries. Elles ne sont pas, comme tu disais, elles ne sont pas toutes nuisibles, les bactéries. Elles nous aident, donc elles fragmentent la matière organique qui est présente pour pouvoir faciliter après ça son élimination, par exemple, d'une façon dans des molécules plus simples, comme le CO2, par exemple. Euh, Est-ce que c'est une technique comme ça pourrait nous aider? Parce que j'imagine que si la communauté change dans l'eau brute avec le temps, j'imagine que la communauté sur le biofiltre peut changer aussi dans le temps. Donc, est-ce qu'une technique comme ça nous permettrait de suivre notre biofiltre comme il faut? Oui, ce serait intéressant même. Un autre projet. Oui, oui, complètement. Ouais, moi, j'aimerais bien aller au-delà parce que du coup, moi, dans mes études, je me suis arrêtée à l'eau brute. Et je ne suis pas rentrée dans l'usine et c'est vrai que ça serait intéressant d'aller creuser derrière. On avait parlé avec à l'UTE de Loretteville qu'il y avait un problème à un moment de dépôt un peu rouge et ça serait intéressant d'aller voir comme ça dans les biofiltres avec des micro-organismes ou les biofilms qui arrivent dans les tuyaux, essayer d'aller échantillonner plus dans l'usine pour essayer de voir comment ça varie au cours du temps. Donc on a des pistes de variation en eau brute qui pourraient être vues dans l'usine derrière, dans les tuyaux et dans les filtres, comme ça, qui serait très intéressant à aller chercher. Avec la même technique, du coup, parce que du coup, on va pour avoir des résultats comparables, c'est plus intéressant d'avoir les mêmes techniques pour pouvoir comparer les deux. Je te remercie beaucoup. Là, notre fil de questions est épuisé, donc je vois qu'il n'y a personne d'autre. Ah, oui, il y a une autre question qui vient d'arriver. Je vais rien vérifier que je n'en oublie pas. Donc, Pierre Boutet qui dit, est-ce que l'usine d'eau potable de Loretteville utilise encore l'ozone comme traitement de l'eau? Oui, la question de Marie-Josée, elle a répondu oui. Oui, on l'utilise en inter. Donc, après la coagulation, flocculation, puis avant la filtration. Donc, ça nous permet justement aux matières organiques de les fragmenter un petit peu, puis nous aider après ça au traitement, dans le reste du traitement. Donc, c'est ça. Donc, il ne me reste plus rien qu'à te remercier, Perrine, de nous avoir, avec le décalage horaire, je ne sais pas quelle heure il est chez vous, donc il doit être… il est 18h, c'est couvre-feu. C'est couvre-feu, donc c'est officiellement commencé. Donc, merci beaucoup. Ça ne paraissait pas que tu étais loin de nous, on te sentait tout près. Je te remercie donc beaucoup pour de nous avoir présenté cette conférence. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Donc, je remercie aussi à tout le monde d'avoir assisté. On a eu une audience record, je voulais vous dire, d'une centaine de personnes qui ont assisté à cette conférence-là. Donc, nous vous invitons à la prochaine visioconférence qui aura lieu le 3 mars à midi et qui sera donnée par Stéphanie Guilherme, qui est professeure à l'Université d'Ottawa. Et le titre de sa conférence est « Accès et qualité de l'eau au Nunavut ». Donc, je vous dis donc à la prochaine et au revoir, Perrine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.